Ça te fait quoi de revenir ici? Ben, c'est très nostalgique. Parce qu'on a joué souvent ici. Puis j'étais quand même très impliqué ici pendant plusieurs années. C'est sûr. Mais surtout la scène. Tu sais. Puis à un moment donné, tu dis toujours, c'est peut-être la dernière fois. C'est peut-être la dernière fois. C'est peut-être la dernière fois. Alors, je m'appelle André La Liberté. Je suis un espèce de touche-à-tout en théâtre de marionnettes. J'ai été directeur du Théâtre de l'Œil pendant une cinquantaine d'années, entre autres. Maintenant, je suis retraité. Alors André, ton histoire commence avec beaucoup de neige en 1947. C'est vrai? Je suis né dans une tempête de neige, à Rouen-Noranda. Elles sont grosses, ces tempêtes de neige là-bas. Puis d'ailleurs, juste avant ma fête, cette année, il y avait une tempête de neige. Puis j'étais à la fenêtre, puis je regardais ça, puis je me sentais comme dans le ventre de ma mère. Très protégé. C'est tellement apaisant, une tempête. Parce que t'es pas né un jour ordinaire. Non, à la Saint-Valentin. Alors, les infirmières voulaient que je m'appelle Valentin. Heureusement, ma mère a résisté. Dans quel milieu est-ce que tu grandis? Dès ma naissance, je suis parti de l'Abitibi. Les tempêtes, j'aime ça, mais pas même. Puis on était dans le village de ma mère, qui était à Saint-Alexandre de Kamouraska. Et c'est là que j'ai vécu ma prime jeunesse jusqu'à 8 ans. C'est là que mon père avait un commerce d'alimentation. Il a fait faillite. On est venu à Montréal, puis là, il y a eu 56 misères, 56 métiers. Mais il a fini toujours pour se débrouiller. Donc on était vraiment loin d'être riche. C'était un milieu culturel assez minime, disons. Mais ma mère aimait beaucoup la lecture, aimait beaucoup le cinéma, aimait beaucoup le théâtre. Et avait une sensibilité artistique. Mon enfance, c'est ça, c'est très varié. Parce que jusqu'à 8 heures, on vivait dehors. C'est à Saint-Alexandre que j'ai vu mes premières marionnettes, Pépino et Capucine. C'est vrai? Oui, parce que une de mes petites voisines, il était le premier à avoir la télévision dans le village. Puis alors le dimanche, j'allais voir Pépino et Capucine chez eux. Et je pense que c'est de là que j'ai pris mon goût pour la marionnette, aussi la boîte à surprise, tout ce monde magique. Le début de la télévision, c'était fabuleux quand même, au niveau de la jeunesse. Puis de la jeunesse qu'on questionnerait aujourd'hui, parce que des fois, c'était des blagues qui n'étaient pas vraiment pour les jeunes, c'était pour les adultes. Enfin, c'était une autre époque. Quel autre contact t'avais avec les arts en général quand t'es enfant? Avec les arts, vraiment pas. Vraiment pas. Non, moi, c'est un accident total, un choc de culture et de sociétal. Oui. Il n'y a rien qui t'amenait vers ça, vers les arts. Sauf, je pense, ma sensibilité, que je pense que j'ai toujours eu. Fait que qu'est-ce qui t'amène à l'hôpital Sainte-Justine à l'âge de 13 ans? Je traverse la rue un matin à 8h05. Je me fais frapper par une voiture qui me traîne pendant 30 pieds. Et je perds pas conscience. Mais sauf que, comme il m'a traîné, je vois mon tibia. Puis là, j'étais là, je disais, bon, ben, allez prévenir mes parents, j'habite à côté, mais dites-leur que c'est pas grave. Puis je veux aller à l'hôpital Sainte-Justine. Pourquoi j'ai dit ça? Probablement, j'avais vu une émission de télévision, c'est le début de Sainte-Justine. Puis finalement, je suis arrivé à Sainte-Justine où j'ai été patient assez longtemps, Combien de temps? au moins 6 mois. Un jour, t'es dans ta chambre d'hôpital, puis on vient te chercher. Oui, oui, on dit, bon, les enfants qui peuvent se déplacer ou qu'on peut amener en chaise roulante, on va descendre en bas, il y a un spectacle de marionnettes. Là, je vois Nikos, le trésor, le ballet sous-marin de Michel Legendre avec la musique de M. Pucky. Et ça me semblait absolument incroyable, prodigieux. C'était l'émerveillement total. Moi, j'avais jamais vu ça en vrai. Tout ce que je connaissais, c'était Pépino et Capucine, puis quelques émissions de télévision. Puis par hasard, 2 ans plus tard, dans ma classe, il y a un garçon dont le père travaillait dans un théâtre de marionnettes. Puis il dit, ah, je suis bien embêté, il faut que j'aille surveiller le Castelet du théâtre de mon père parce qu'il y a une danse dans l'auditorium, puis on joue demain. Puis il dit, ah, moi, je ne veux pas y aller, on a un examen. Puis bon, je dis, moi, je vais y aller pour toi. J'étudie jamais. Et finalement, j'arrive dans le gymnase, puis là, je reconnais le Castelet que j'avais vu 2 ans plus tôt, de Michel Legendre. Puis là, toutes les marionnettes que j'avais vues, c'est moi qui surveillais ça. Puis Michel Legendre est venu dans la soirée pour surveiller le surveillant.
Puis là, j'ai dit, ah, j'aimerais ça faire la marionnette. Elle dit, ouais, OK, tu peux venir. On habitait dans le même quartier. Ben, elle habitait Outremont en haut. Moi, j'habitais Hutchison, côté Montréal. Et pendant des années, j'ai monté la côte pour aller chez elle, répéter, faire répéter après. Enfin, c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai travaillé chez elle pendant 10 ans. Fait qu'il y a deux hasards, en fait. L'accident qui t'a amené à voir le spectacle à l'auditorium de l'hôpital, puis ton ami qui, 2 ans plus tard, devait surveiller ce Oui, c'est moi qui l'ai surveillé à sa place. Puis surtout Michel Legendre, qui, je ne sais pas pour quelle raison, m'a pris sous son aile. Ça a été une relation très particulière, elle et moi, c'est sûr. J'avais quoi, 15 ans. Et quand tu commences aux Marionnettes de Montréal, t'es juste un apprenti? Oui, au début, je me promenais avec eux. Quand ils allaient jouer, j'allais à traîner des marionnettes. Je n'étais pas payé, c'est sûr. Puis à un moment donné, il manquait une paire de bras pour faire un petit moineau. Alors Michel me dit, monte. Alors je suis monté, j'ai pris le petit moineau. Puis c'est là que j'ai appris que le petit moineau, ça ne volait pas à reculons. C'est comme ça que j'ai commencé. Mon père, il regardait ça d'un œil sceptique. Mais mon père, la relation avec les arts, ça a été compliqué. Il trouvait ça niaiseux, là. Ma mère, elle, oui, elle trouvait ça bien, tout à fait intéressant, pourquoi pas. Ben, c'est sûr que ma mère avait rencontré Micheline. Ma mère avait été voir pour être sûre que c'était correct. Puis je pense qu'il y a ça qui a joué un peu dans notre relation. Mais le fait aussi, je pense que Micheline n'a jamais eu d'enfant, peut-être comme adopté sans le savoir, là, que j'ai comme été un substitut. Puis après ça, ben, je me suis quand même, comme j'étais très longtemps, j'ai travaillé dans plusieurs spectacles. C'est une technique très particulière et assez difficile et qui demande du temps. Puis quand j'ai eu un apprentissage assez... C'est moi qui donnais les ateliers pour former des nouveaux marionnettistes. Là, je suis payé, puis je te dis qu'on joue, on n'est pas payé cher pour ce qu'on fait. Hein. Le programme, en été, on faisait Tintin au Jardin des Merveilles, de la Saint-Jean-Baptiste à la Fête du Travail, 6 jours semaine, 3 fois par jour, des fois 5 fois par jour. Le même spectacle. La journée de congé, quand on avait le lundi en été, c'était pour aller au camp de jeunesse musicale pour faire des spectacles. En 67, c'est l'Expo, bien sûr. Tout était beau. Et tu fréquentes l'Expo. Quel impact ça a sur toi? Sur le Québec, c'est la révolution. La vraie révolution, c'est ça. C'est l'ouverture sur le monde. On découvrait tout. Puis comme Michel Legendre avait organisé un festival de marionnettes, alors j'ai rencontré plein de marionnettistes, dont son maître, M. Chenet, Jacques Chenet. Puis Jacques Chenet devait aller faire une tournée après à Washington, au Smithsonian. Et il avait amené avec lui un aide français, mais il n'était pas content. Alors il m'a emprunté à Micheline pour m'amener à Washington pour remplacer son aide français. Puis ça a été une merveille, une merveille. C'est lui qui m'a donné une des plus grandes leçons de théâtre que j'ai eues. Laquelle? Après un spectacle, il me regarde et me dit « Hey, le public a bien joué aujourd'hui. Hein? » J'ai fait « Hein? Ah ben oui, le public joue, ben oui. » C'était vraiment très, très touchant. Puis là, à cette époque-là, c'est l'essor de ce qu'on appelait le mouvement du jeune théâtre. Comment tu vis ça? Ben ça aussi, c'était une petite révolution, mais tout était propice à ça. Il y avait les moyens financiers étaient là, ça commençait, il y avait des opportunités, je pense que la table était mise pour ce qui allait arriver. Mais tout à l'heure, je riais parce que justement, je pensais à la QJD. Puis moi, j'ai fait, mon entrée était un peu fracassante dans le monde de la QJD. Ah bon? Oui. Oui, c'était, je ne sais pas à quel festival, c'était à Sherbrooke, puis c'était le Théâtre E qui était très, très dominant. Puis il présentait un spectacle qui s'appelait Le Prix du beurre. Puis après chaque spectacle, il y avait toujours une discussion sur le spectacle en cours. Puis c'était toujours très négatif et très revendicateur, puis très réducteur, à mon avis. Puis là, je vois leur spectacle, Le Prix du beurre, qui était... Ça valait pas haut, disons. Et après le spectacle, le premier à lever la main, c'est moi. Puis je dis, est-ce que je peux savoir à qui s'adresse votre spectacle? Puis on dit, au public populaire. Je dis, ah bon? Je dis, est-ce que je dois comprendre que le public populaire, c'est un public de débiles? Qui t'es, toi? André Laliberté, marionnettiste. Une entrée fracassante. Ouais, qu'est-ce que tu veux?
C'était spontané. C'était pas réfléchi. Et comment t'en arrives à fonder le Théâtre de l'Œil avec Francine Saint-Aubin? Après le marionnette de Montréal, j'ai pris un petit break. J'étais presque 1 an au Mexique. Puis en revenant, j'ai une de mes amies qui avait fait une initiative locale. C'était des bourses qu'on avait du fédéral. C'était pour faire des projets l'été pour les jeunes. Tu sais. Puis mon ami avait fait un projet de faire des marionnettes à des handicapés et de faire de la tournée. C'était une idée un peu farfelue, parce que là, de faire de la tournée avec des gens en chaise roulante, puis en tout cas, c'était compliqué. Mais j'ai embarqué dans le projet, puis Francine était dans ce projet-là aussi. Puis au bout d'un bout de temps, je me suis dit, oui, moi j'aimerais ça continuer, mais pas dans une initiative locale comme ça, pas avec des contraintes de cette façon-là, ça n'a pas de bon sens. Puis Francine a dit, moi aussi. Puis c'est comme ça qu'on a fondé le Théâtre de l'Œil. Mais au bout d'1 an, Francine, elle s'est dit, non, c'est pas pour moi. Mais vous avez quand même monté un premier spectacle ensemble. Oui. Les mésaventures de la perdrix blanche. Qu'est-ce que ça raconte, ça? Oh mon Dieu, c'est une histoire très banale. C'est basé sur des contes inuits, puis un conte de La Fontaine aussi, enfin une reprise de La Fontaine. Puis l'histoire, c'est une perdrix qui essaie de couver ses œufs, puis il y avait le renard qui voulait l'y prendre. Ce genre de quiproquo. Où est-ce que vous avez joué ça? Dans les gymnases. Dans les gymnases. Une salle paroissiale, un gymnase. Un petit théâtre. Moi, j'ai retrouvé combien ça coûtait un cachet pour une représentation d'une perdrix. 125 pièces. Pour une représentation, c'était 80 $. Ah oui, c'est vrai. Au début, c'était 80. On l'a monté vite, là. Mais sais-tu comment le Théâtre de l'Œil vivait? Mais moi, je faisais une émission de télévision par jour, par semaine. Une fleur m'a dit. Puis le cachet, c'était pour le Théâtre de l'Œil. C'était ça. Directement. C'était l'époque. Comment ça se passe au 170 rue Prince-Arthur-Est? C'est ma chambre, c'est mon atelier, puis c'est ma cuisine. C'est ton appartement? Oui. C'était l'adresse officielle du Théâtre de l'Œil. Mais la rue Prince-Arthur, à cette époque-là, ça aussi, c'était autre chose. C'était un village. Il n'y avait pas une porte de barrée. C'était tous des artistes. Tout le monde se fréquentait. Ça rentrait, ça sortait. Parle-moi de ça, l'odeur de ton atelier, mettons. De ta chambre. D'où tu sens ça, là? C'était très drôle, oui, parce que là, tu sais, dormir avec le varsol, puis le papier mâché un peu mouette, là. Ça avait l'air d'être un beau bric-à-brac, en tout cas. J'avais les moyens, on s'inventait. Puis d'ailleurs, la première subvention qu'on a eue, sais-tu comment je l'ai eue? Avec ma rate. Raconte-moi l'histoire. C'est parce que j'ai eu un accident de cheval, puis ma rate a éclaté. Puis j'ai eu une compensation de l'assurance. Puis avec cette compensation-là, j'ai payé le 2e spectacle du Théâtre de l'Œil. Là, j'arrive, puis là, je demande un rendez-vous au Conseil des arts, puis j'ai rendez-vous avec le directeur. Un monsieur très bien, très chic et très... Puis là, je rentre là, puis là, j'ai dit, écoutez, le dernier spectacle du Théâtre de l'Œil, je l'ai payé avec ma rate, mais j'aimerais mieux garder mes autres morceaux. Mais le directeur, il a trouvé ça très drôle. Puis là, il dit, bon, écoutez, on va essayer de faire quelque chose. Puis là, on a eu notre première subvention, cette découverte, je pense que ça s'appelait. Puis c'est comme ça que c'est la première qui... Mais là, je me trompe, je pense que c'est le 3e que j'ai payé avec ma rate. Oui, c'est ça, c'est le 3e. Le 3e, c'est Tohubohu? Tohubohu. Ah, puis c'est de lui dont je me souviens le moment où... De quel moment? J'étais au Parc La Fontaine, un soir de pleine lune, puis j'étais regardé, puis de quoi on pourrait parler, puis qu'est-ce qu'il faut dire, de quoi... Puis là, j'ai regardé la lune, puis oui, on s'en va sur la lune. Les animaux ont marre de la Terre, ils veulent aller vivre sur la Lune parce que les hommes polluent. Je sais pas comment... Pouf! Je pense qu'on était un petit peu à l'avance, sans le savoir. Là. Mais ça arrivait souvent, ça en création. C'est rien qu'après que je disais, ben là, tu sais... En même temps, c'était des prémices. Mais c'était un spectacle qui marchait bien aussi, qui marquait les enfants. Pourquoi ça les marquait tant, tu penses? Les personnages. C'est comme... l'espèce de naïveté qui allait, on va aller sur la Lune, on va être sauvés. Puis là, quelqu'un leur disait, j'ai quelque chose, il faut que je vous dise que les hommes sont déjà sur la Lune.
il est trop tard. Et là, Francine n'est plus là. Ben, elle était là dans le bureau, je pense. Pourquoi ça l'intéressait plus? Ben, c'est parce que c'est pas son tempérament. Écoute, les premières tournées là, du Théâtre de l'Œil, là, quand on faisait les écoles, là, des fois, on dormait dans les gymnases. Parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer de motel. Tu peux t'imaginer, alors, t'es pas toutes les filles qui sont prêtes à vivre ça, là, surtout à cette époque-là. Non. Je pense que c'est le genre de vie là, non, je peux pas faire ça. Là. Des choses impensables aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Alors, Francine s'écarte des spectacles, mais il y a Jocelyn Desjarlais qui est encore là, puis tu vas chercher quelqu'un d'autre. Ben, il y a Pierre Tremblay qui est arrivé, qui était lui de Sherbrooke, dans une compagnie de clowns que j'avais connu avec la QJT. Puis t'es allé chercher pourquoi, lui, en quoi il t'intéressait? Ben, il dessinait, il était habile, puis il chantait qu'il pouvait devenir un bon marionnettiste. Ça, j'ai un flair pour ça. Je le sais, qu'il peut pas. Puis la même année, en 76, c'est les Jeux olympiques à Montréal. Un autre grand événement. Est-ce que ça a une influence quelconque? Tout le milieu était à quelque part contre les excès qui avaient entraîné les Olympiques, les démolitions, les placardages, tout. Puis il y avait comme une espèce de manifestation. Puis on avait préparé des petits sketchs. On a fait un événement avec la QJT pour les Jeux olympiques, justement, parce qu'il y avait une espèce de boycott. Puis on avait fait un sketch avec Louis-Dominique Lavigne. Ça s'appelait La visite s'en vient, on fait le ménage. Puis on avait fait Malheur et Scandale. Puis on avait le drapeau qui était gros comme ça. Puis sa tête, c'était une baudruche, un ballon. Alors, puis là, il parlait, puis on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Puis là, la tête grossissait. Là, tu imagines quand ça a éclaté? C'était le délire. Le délire. En 77, vous faites appel à une autrice. C'est Marie-Francine Hébert. Ben, on a travaillé beaucoup avec des auteurs. Le CRL, c'était la première. Et moi, ça a toujours été une volonté que j'ai eue d'aller chercher du monde ailleurs, pour aérer, pour voir autrement, pour amener une autre couleur. Qu'est-ce qui t'amène à aller la chercher? Ben, sa réputation, j'imagine. Elle avait été déjà assez... Elle avait travaillé avec la Marmaille, je pense, les enfants... C'est quoi donc le spectacle? On n'est pas des enfants d'école. C'est ça. Fait que Marie-Francine Hébert écrit Le tout à tous, puis qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est encore un peu d'avant son temps. C'est sur la possession, c'est la dénonciation justement de vouloir tout pour soi, puis que dans le fond, tout devrait être à tout le monde. On était des communistes. On l'a jamais joué aux États-Unis, celui-là. Tu parles de communisme. À l'époque, je pense que tu étais un des premiers à offrir des postes de salariés dans une compagnie. Ben, c'était de créer une troupe. Vraiment, dans l'idée, c'était on était là à temps plein. Puis s'il n'y avait pas de spectacle à jouer, bien, on faisait autre chose. On en créait un, on inventait quelque chose, on faisait des ateliers. C'était ça. On a tenu ça quand même. Puis moi, j'y tenais beaucoup. Puis cette époque-là, qu'est-ce que tu as appris dans la grande époque des créations collectives? Là? Qu'est-ce que tu as retenu de ça? Création collective, moi, je peux pas dire qu'on a... C'est-à-dire dans la façon dont on travaille, je pense qu'on intègre les opinions de tout le monde, mais je peux pas dire qu'on puisse s'appeler ça une création collective. On part d'un texte, on part d'une conception de décor, de marionnette, on part d'une idée de mise en scène, parce qu'on n'a pas le choix en marionnette. On ne peut pas se dire, ben on verra. Faut-tu qu'elle soit grosse, qu'elle soit petite, qu'elle soit... on verra. Ben non, c'est trop tard, il faut la faire. Il faut que tu saches ce que tu veux. Alors, c'est peut-être la particularité de la marionnette. Quelque part. Une production, c'est 2 mois, 3 mois, 4 mois même. Là, je parle pas du travail de conception, puis du travail d'élaboration, du texte, tout ça, là, mais quand on part un projet, là, même construire des marionnettes, après ça, répéter, nous autres, c'est au moins 8 semaines, 9 semaines. C'est du rêver. Et tu touches à tout là-dedans. Moi, j'ai touché à tout. Ben, à un moment donné, ce que je faisais, quand je trouvais du monde qui faisait mieux les choses, je le laissais faire. Le rôle de directeur, c'est ça. C'est de s'entourer des bonnes personnes, de laisser de la place, enfin, sentir des besoins, que tous les besoins sont remplis. Qu'est-ce qui t'inspire dans les années 70, justement? Qu'est-ce qui, toi, te nourrit comme artiste? Te souviens-tu des choses que tu as vues? Quand il y a eu le festival de 67, où j'ai vu des spectacles différents, puis que j'ai eu aussi l'occasion d'aller en Europe, puis que j'ai vu des choses
dans des festivals avec Micheline. Puis là, c'est sûr que j'ai pris goût, tu sais, puis je voulais faire ma création. Je savais pas quel chemin il fallait prendre. Nos premiers spectacles étaient plutôt naïfs, à quelque part, dans la forme. Pas toujours dans le fond, mais dans la forme, c'était plutôt naïf. C'était pas... plus ça a avancé, plus on est devenu sophistiqué, on a eu des techniques plus pointues. Au départ, c'était plutôt artisanal, effectivement. Qu'est-ce qui m'anime? Le désir de faire bouger, de faire... puis qu'on y croit. C'est ça. C'est dans ce sens-là, je te disais, le public a bien joué. Voilà. Parce que quand tu es assis dans une salle, tu sais très bien que ce qui est devant toi, c'est un paquet de guenilles, de la broche, des bouts de bois, puis tu y crois. Tu acceptes. Donc tu joues, toi aussi. Le spectateur dans un théâtre de marionnette, il manipule lui aussi. Il accepte la convention. Mais vous avez aussi développé plein de techniques différentes pour aider à faire croire. C'est notre force et notre spécificité. C'est de développer justement des techniques de fabrication, des mécanismes, c'est la passion de Richard Lacroix qui a travaillé beaucoup. Il y a des marionnettistes au Théâtre de l'Œil comme Jean Coming qui était vraiment un spécialiste, qui est devenu à cause du Théâtre de l'Œil un spécialiste des mécanismes. Tu sais. Non, je pense que c'est un aspect qui, puis malheureusement, qui se perd beaucoup. Parce qu'il y a nulle part, on enseigne. Fait qu'en 79, ça nous amène en 79, à l'aube des années 80. Cette année-là, vous créez 2 spectacles, en fait. Il y a À dos de soleil, puis Regarde pour voir. Est-ce que tu peux me parler de ces 2 spectacles-là? 2 spectacles diamétralement opposés. Puis c'était un peu le début de la séparation de Pierre Tremblay avec le Théâtre de l'Œil, parce qu'on avait 2 spectacles. Pierre devait plus s'occuper de À dos de soleil, puis moi, je m'occupais plus de Regarde pour voir. Regarde pour voir, bien, ça a été un des hits du Théâtre de l'Œil après. À dos de soleil, c'était très bien reçu aussi, mais je veux dire, au niveau de la durée, là, c'était un spectacle qui voulait initier les enfants à fabriquer des marionnettes à partir de matériel de récupération, de vieilles bouteilles, de plumeaux, de tata. Alors, il y avait 2 enfants. Moi, je jouais l'enfant. J'étais quand même plus jeune à cette époque-là. Puis il y avait Marjolaine Jacob, qui était là à ce moment-là. Et on jouait on a fait 3 sketchs différents, de différentes techniques. De marionnette à tige, des ongles chinoises, marionnette à fil. Qui démontraient un peu, mais en jouant tout ça. Puis ça, c'était, bon, donc Regarde pour voir, mais c'est un spectacle qui a joué beaucoup, 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 qui a eu un des titres de critique que j'ai le plus aimé de toute ma carrière du Théâtre de l'Œil. C'était de la récupération comme un des beaux-arts. Je trouvais ça, c'était fort. Et là, en 1983, vous êtes sélectionné par le gouvernement canadien pour aller jouer ce spectacle-là en Chine. C'était un échange culturel. Donc, on a joué dans 5-6 villes, Shanghai, Pékin, Hangzhou, je ne sais trop. Là, mais... Ça a dû faire des jaloux. Micheline Legendre, comment il voyait ça? C'était pas une dame très facile. Puis, mais nous, au Théâtre de l'Œil, ça a toujours été très cordial. Elle a toujours... Puis même, puis pourtant, elle avait une raison de nous en vouloir à quelque part. Ça devait être elle qui allait faire ça. Puis c'est au gouvernement qui ont décidé que non, ça ne serait pas Micheline Legendre, ça serait une nouvelle compagnie, puis ce serait le Théâtre de l'Œil. Et bon, c'était très particulier, effectivement. C'était un drôle de choix qu'il avait fait. Moi, je me plains pas, parce que... Mais c'est sûr que les enfants, ils ne comprenaient pas trop la récupération, parce qu'ils n'étaient même pas rendus à la consommation. Fait que là, maintenant, ils comprendraient mieux, je pense. Puis juste pour qu'on comprenne bien, c'était quoi le contexte en Chine à l'époque? Bien, c'était la première tournée après la Révolution culturelle canadienne. Donc, c'était une époque assez où c'était tout le monde avait les oreilles dans le crin. Non, mais c'était une belle expérience. C'était une expérience tellement merveilleuse. Quand on m'a proposé ça, j'ai trouvé ça très audacieux. Je me suis dit, mais d'autres, on parle pas chinois. Alors, je veux amener avec nous une interprète qui va être notre interprète à nous, puis qui va être intégrée au spectacle.
C'était une blonde, une Canadienne blonde, très, très, très jolie, très loin d'être chinoise. Puis qui avait un chinois parfait, parce qu'elle avait étudié en Chine, puis elle m'a beaucoup aidé dans la traduction des... comment passer les choses. Alors, nous, on jouait en français. Elle nous parlait en chinois. Puis finalement, ce qu'elle nous disait, bien, ça résumait pour les... Ça faisait comprendre qu'est-ce qui s'était passé. En tout cas, ça marchait bien. Je pense qu'ils suivaient très bien, ça. Mais c'était très drôle parce que quand on a le premier spectacle, elle commence 2-3 répliques, là, tout le monde fait puis elle a continué, là, tout le monde se met à applaudir parce que lui, il avait un chinois parfait. Puis là, au début des années 80, vous faites une incursion dans le théâtre pour adultes avec la marionnette. Oui, c'est le moment où j'ai appelé Michel Tremblay. J'ai dit, Monsieur Tremblay, vous savez que vous écrivez pour la marionnette, hein? Pourriez-vous écrire vraiment pour la marionnette? Ça vous intéresse? Il a trouvé ça bien drôle. Puis là, il m'a invité à venir manger chez lui à Outremont. Puis on avait déjà une idée de ce qu'on voulait faire, du thème, disons. Mais on le laissait libre complètement d'écrire le texte comme il voulait. Alors, c'était 3 jours dans un salon funéraire. C'était très joyeux. Et ça s'appelait comment déjà? Les grandes vacances. C'est le salon funéraire. On y va tous, je vais tous vers les grandes vacances. Puis, mais ça a été quand même... c'était 3 semaines que vous jouiez à Fred Barry. Oui, et à 99 d'assistance, c'est un record. C'est vrai? Oui, oui, à l'époque, c'était un record, 99 Bien, pour nous, il y avait plein de nouveautés là-dedans. Puis on avait demandé le conseil de paix du monde, comme Félix Myrthe était venu nous donner des ateliers de manipulation. En tout cas, c'était... il y avait Jocelyn qui était là à ce moment-là aussi. On était 6 sur le plateau, 2 techniciens, ça n'avait pas de bon sens. Puis c'était une époque aussi financière qui était tellement difficile. Puis nous, on avait décidé de le faire en se disant, bien, une fois qu'il sera fait, s'il y a des producteurs intéressés, bien, on le tournera. Tu sais. Mais c'était impossible pour nous de tourner ça après. Je ne regrette pas. Ça a été une belle aventure. Généralement, les tournées du Théâtre de l'Œil, ça ressemble à quoi? Au Québec, au début, c'est vraiment au Québec. On tournait beaucoup. On jouait des 200, 300 shows par année. Puis pas toujours dans des conditions évidentes. Bien, comme tu le racontais, là, dormir dans le gymnase, se faire réveiller par 300 enfants pendant que tu te brosses les dents. Ça garde en vie. Ouais. Ça aide à rester modeste. Est-ce que vous tourniez l'hiver aussi ou c'était... Oui. Ah, ouais, là, ça, j'ai des beaux souvenirs d'hiver, de chauffer de cabane au bois, puis on gelait. Mais est-ce que vous alliez partout? Partout, puis on se rencontrait aussi, là, parce que là, plus ça avance, là, plus il y en a des compagnies, là, puis plus on se connaît, puis plus on se côtoie, puis on se rencontre en tournée, puis on fait le party. C'est vrai? Ben oui! Vous auriez dû voir Sylvain Lebeau dans ce temps-là. Aïe, c'était autre chose! En toute amitié, là. Ben oui, bien sûr. Puis est-ce que vous voyez le travail des autres aussi? Oui, non, oui. Non, plus que maintenant. Je pense qu'on se préoccupait plus de notre milieu. On tentait de le construire. Puis comme je te dis, cette époque-là, c'était difficile, très difficile, mais c'était exaltant. Puis c'est parce qu'il y avait de l'espoir. Il y avait de l'ouverture, il y avait de possible, ce qu'on sent moins de nos jours. Moi, je pense qu'on était très collés, on partageait pas toujours les goûts de tout le monde, c'est pas ça. Mais je pense qu'on était respectueux. Il me semble que c'était plutôt chaleureux. Ça en garde une impression de solidarité? Oui. Bien, la preuve de la Maison Théâtre, c'est la preuve de solidarité, c'est bien ça. La Maison Théâtre, ça n'a pas été évident au début. Là. Non, pourquoi? Bien là, on partait de loin. Là. C'était quoi l'impulsion pour fonder la Maison Théâtre? C'était dans les journaux, c'est le théâtre, le pissenlit, qui s'annonçait être le théâtre national jeune public ou pour enfants, je pense. Puis là, on s'est dit non. Le théâtre national jeune public, ça va être l'ensemble des compagnies. On va faire quelque chose. Puis là, c'est là qu'il y a Pierre, qu'il y a Daniel Meyer, Gervais Gaudreau et moi qui sont réunis. Puis avec d'autres mondes aussi. On n'était pas tout seul. Il y avait, comment il s'appelait, François Sainte-Marie, qui était un homme d'affaires. Il y avait
le frère de Suzanne Lebeau, Maître Lebeau, qui était là depuis longtemps. Il y en avait d'autres, il y en avait plein de monde. Puis c'était long. Puis tout le monde nous riait de nous. Puis tout le monde disait, vous allez vous chicaner, ça ne marchera jamais. Ça se peut pas, vous allez vous chicaner. Pourquoi on chicanerait? Mais toi, tu croyais à ça au départ? Ben oui, j'étais un utopiste, moi. Ah oui? Ben oui. Un utopiste qui n'est pas prêt à avaler n'importe quoi. Là. Ben oui, moi, je suis pour l'utopie. Ben oui. Mais vous pensiez que ça allait marcher, de s'associer entre compagnies, puis Ouais, de fonder oui. un théâtre? Puis c'était pour le mieux du jeune public, puis ça allait nous développer, puis qu'on allait être ailleurs dans les maudits gymnases. Ben là, on avait un vrai lieu, des spots, pas 3-4 cacanes qu'on installait comme on pouvait, tu sais, des conditions professionnelles pour développer nos spectacles de façon plus professionnelle. C'est ça. Ben, je pense que ça a professionnalisé notre métier, puis que tout s'est professionnalisé autour de nous. Tu sais. Bon, c'est sûr que ça a des inconvénients, c'est les temps de montage, puis tout ce qui vient avec, mais en même temps, ben, je pense que c'est mieux que ce que c'était. Surtout pour les spectateurs. Quand tu étais dans un gymnase assis par terre, tu n'avais pas nécessairement le sens là, d'être dans un lieu magique. Tu as mal aux fesses, puis, tu voyais mal parce qu'il y en avait un plus grand devant de toi. Puis, tu te montais sur tes genoux, puis là, il y en a un autre qui essaie de monter plus haut. Puis aussi, c'est tout le milieu qui s'est développé. Toute la diffusion s'est développée partout. Je pensais beaucoup grâce à la maison de théâtre. Ça, comme on a servi d'exemple, puis on dit oui, c'est vrai, ça se peut, on va faire des matinées scolaires. Puis, au lieu que nous, on fasse 12 écoles, bien, 12 écoles viennent nous voir, dans des bonnes conditions. Puis ils voient, parce qu'on pas assis par terre. Mais il faut dire que la salle ici, au début, c'était une catastrophe. Ah! Ça s'appelait, comment ça, je appelais ça? Il n'y avait pas de centre. Il y avait un balcon désaxé. Le son était catastrophique. Quand tu étais sur la scène, tu ne savais pas où regarder. Tu ne savais pas où était ton focus. Non, c'était horrible. Fait qu'on a massacré nos shows ici, pareil. Mais quand même, puis la salle s'est améliorée, elle est devenue une des meilleures salles à Montréal. J'étais conscient qu'on faisait quelque chose d'important, de primordial. Il fallait qu'il soit fait. Mais moi, je ne m'attendais pas, à ce que ça deviendrait, des conséquences. Puis dans ce sens, je suis très fier. Je ne dis pas que j'étais extraordinaire tout le temps. On a arraché. Même si on jouait 200, 300 fois, c'était pas des gros cachets. Hein, pour mettre ça, là. Quand tu as parlé tout à l'heure de 80$ au début, c'est un cachet, ça. Tu as été 3 là-dessus. Là, puis, ouais. Il y avait beaucoup d'huile de bras. Oui, bien c'était l'époque aussi qui faisait ça. C'était plus collectif, c'était plus... c'est normal, parce que là, de nos jours, être collectif, c'est difficile. Si on revient sur la compagnie, le Théâtre de l'Œil, au milieu des années 80, finalement, tu prends seul la direction à ce moment-là. Même si tu es tout seul, tu sais toujours bien t'entourer. Oui. Mais c'est ça le rôle d'un directeur, c'est de trouver les bonnes personnes, le bon mix, la bonne chimie, le bon moment. Puis ça, c'est ça l'intuition. Mais ma volonté, ça a toujours été d'aller chercher du monde de l'extérieur. Puis souvent, comme Michel Tremblay, c'était pas parce que c'était Michel Tremblay, c'est parce que ce qu'il faisait m'intéressait. Mais c'était pas à cause de la réputation, parce qu'il était déjà très connu à cette époque-là. C'était pas ça qui m'a fait l'approcher. Tu sais. Comme Marie-Louise Gué, qui a fait 3 spectacles avec nous, tu sais, elle aussi avait une très bonne réputation, mais c'était pas ça. C'était une espèce de chimie que je sentais qui était possible, qui allait nous amener à quelque chose, à ce que j'ai toujours dans la tête, faire bouger, faire l'impossible, faire de la magie. Jouer à Dieu, donner la vie ou son apparence. Peux-tu me parler des autres auteurs, autrices qu'il y avait autour de vous autres? Une enfin, il y en a plusieurs, mais une qui m'a marqué beaucoup, c'est Réjeanne Charpentier. Réjeanne Charpentier. Ah, quelle merveille, quelle rencontre. C'est vrai? C'est qu'à un moment donné, j'étais tellement désespéré de chercher des auteurs, des nouvelles voix, puis je trouvais rien. Fait que j'ai mis même une annonce dans le journal. Puis, à un moment donné, c'est, comment ça s'appelle, la souris verte? Vous êtes sous.
qui me dit « Ah, mais je connais quelqu'un qui était dans l'Ouest, elle a travaillé à la télévision, elle a travaillé à l'ONF, elle a écrit des émissions pour Bercerie, Tour de Terre, ta. » Ben, je dis « OK, je vais la rencontrer. » Puis là, Réjeanne vient me voir, puis là, j'ai dit « Bien, j'aimerais ça que vous me décriviez un spectacle. » Elle dit « Sur quoi? » Ben, j'aimerais ça que vous ayez quelque chose qui vous plairait de dire, puis qui vous nourrit, puis qui vous intéresse. Puis... Elle dit « OK, je vais y penser. » Elle était très sec, elle était très méfiante parce qu'elle avait eu des très mauvaises aventures, mésaventures artistiques. Puis finalement, quelques semaines après, on se rencontre, puis là, elle me dit « J'ai ça, puis j'ai ça. » Puis le deuxième ça, c'était cœur à cœur, l'idée de cœur à cœur. Puis j'ai dit « C'est ça qu'il faut. » Puis là, elle est partie à dessiner, à écrire. Puis là, j'ai demandé à Richard. Puis là, on a fait comme une espèce de mix entre les deux. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là que Richard a fait comme des storyboards, des spectacles. En tout cas, ça a été une rencontre, là. Puis ça, c'était un spectacle qui a marché fort, 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 fort. Et qui était tellement efficace, puis qui même aujourd'hui sera encore très efficace. L'histoire, c'est... Il y avait un enfant qui arrivait dans le grenier, puis il disait « J'ai mal au cœur ». C'était la première réplique. C'est dur, ça, de partir à un spectacle comme ça, j'ai mal au cœur. Puis là, il y avait un personnage, un toutou, son vieux toutou, qui apparaissait. Puis il dit « non, ça se peut pas, j'y étais, puis c'est beau ton cœur. » Puis là, il rentrait dans son cœur, les panneaux s'ouvraient, puis il rentrait dans son cœur. Mais dans son cœur, il trouvait une monstresse. Une quoi? Une monstresse. Puis elle devenait énorme, énorme, énorme. Puis il se battait avec. Puis elle devenait toute petite. Puis à un moment donné, là, il était là, puis il ne savait plus trop quoi faire. Puis là, son toutou, il disait « Tue-la, tue-la. » Puis là, il disait « Non, 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 je ne peux pas la tuer, il faut que je la garde, j'en ai besoin. » C'était le... J'ai des histoires là, sur ce spectacle invraisemblables. À un moment donné, je faisais le guichet aux jouets au Parc La Fontaine, comment ça s'appelle, le théâtre Alexis Laveille. Oui. Non, alors on jouait là toutes les semaines, pendant 6 semaines. Puis moi, je faisais le guichet. À un moment donné, je dis, il me semble que je l'ai vu la semaine d'avant, puis l'autre semaine avant. Puis là, son père dit, je sais, elle vient à chaque semaine. Il n'était pas content. Ah, je dis, ben, ça doit y parler. Tu sais. Puis cette fois-là, après le spectacle, il est allé voir le comédien, Jean Raymond. Puis elle lui dit, OK, tu peux grandir. Elle avait compris. Tu peux grandir. Puis j'avais une amie psychologue derrière qui me disait, je vais envoyer tous mes clients voir ça. Des rencontres avec des enfants, j'en ai eu beaucoup, des marquantes. Comme un spectacle que j'ai adoré faire, c'est Le secret de Polichinelle. Oui. Alors, je jouais mon rôle. Dans le fond, je faisais un Geppetto. Puis j'étais dans mon atelier, puis c'était une démonstration sur différentes techniques. C'était un peu une reprise de Regarde pour voir, mais à un autre niveau, sur des différentes techniques. Puis à un moment donné, je faisais un jeu d'ombre. Puis moi, j'étais là comme le narrateur. J'étais à peine éclairé, mais je sentais très bien la salle. Puis à chaque fois, on s'était inspiré d'un conte de Kipling, comment l'éléphant a eu sa trompe. Puis à chaque fois que je comptais ce conte-là, j'avais l'impression que j'avais 300 enfants sur mes genoux. C'était très touchant. Non, c'était vraiment magnifique. Pour moi. Hein. Je veux qu'on parle du porteur. C'est sans doute quelque chose comme le plus important spectacle de la compagnie. Moi, je me souviens très bien du départ du porteur. On était justement une compagnie, donc des salariés, puis on jouait pas. Fait que j'ai ramassé le monde. Je dis bon, ben maintenant, on va mériter notre nom. On va faire un spectacle sans parole. Puis ça peut être n'importe quoi. Alors pendant 1 an et demi, on s'est creusé le pompon. Puis tout à coup, l'idée de ce qu'allait devenir le porteur est arrivée sur la table. Puis... Mais l'idée, ça n'a jamais été de se dire on va faire un spectacle sans parole parce que ça va être plus facile à tourner. Jamais j'ai pensé ça. Ce n'était pas du tout l'intention. On a fait le spectacle. Puis il se trouve que le spectacle, il a joué beaucoup aux États-Unis, en Chine, en Corée, au Japon, en Allemagne. J'ai 800 représentations et 25 ans de tournée. J'ai pas l'impression qu'il est sur le bord, il frétille encore sur le bord de la porte. Qu'est-ce que ça racontait? C'est l'histoire d'une étoile qui tombe sur la Terre, qui est ramassée par le porteur, qui est une espèce de personnage, pas de jambes, qui a un panier dans le dos, puis qui met l'étoile dans son panier pour aller la reporter là-haut. Puis tout à coup, pendant qu'il fait ça, tout à coup, il y a une vieille dame qui arrive, qui vacille.
Puis lui, il prend la vieille dame, il l'aide à traverser. Puis il s'en va, puis elle rentre chez elle. Puis à la fin du spectacle, on va retrouver la vieille dame qui rentre chez elle, qui enlève son manteau, qui s'assoit sur le... Puis il y a un aquarium avec une étoile dedans. Alors l'étoile est tombée pour lui, pour elle. Quand on a joué ça au Japon, c'était au Nisei, donc un opéra très chic à côté du palais impérial. Puis le directeur, le président de la fondation, lui, c'est lui qui avait voulu ce spectacle-là, puis il a fait une thèse sur le spectacle. Puis il a fait un grand discours à un moment donné pour dire quel bonheur de recevoir ce spectacle pendant la semaine des aînés. Mais j'ai dit, de quoi il parle? Parce que ça touchait tout à fait une espèce des croyances là-bas sur la réincarnation, sur le... En tout cas, c'était vraiment très particulier. Alors, c'est ça, c'était comme une auberge espagnole. On y prenait ce qu'on voulait. Puis, dépendant des cultures, il y a très peu de choses qu'il fallait changer. Puis, à chaque fois qu'on arrivait ailleurs, on faisait toujours une générale pour demander aux gens de théâtre de venir pour nous dire s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Je me souviens une fois en Corée, puis on disait, le porteur faisait ça pour dire viens. Puis là, il disait non, on ne peut pas faire ça, il faut faire ça. C'est la seule chose qu'on a changée. Puis quelle audace ça prenait pour créer ça, ce spectacle-là? La folie, je crois. Ben, une espèce de folie, une espèce en plus de... Quand on l'a créé à Ottawa, au Centre des Arts, puis les gens étaient tellement nerveux. Je me souviens encore de Jean Coming, il m'a dit, qui vient me voir, il dit, peux-tu aller faire pipi? Je dis, oui, tu peux aller faire pipi. Puis il y avait Louis-Dominique Lavigne qui, par hasard, était là. Puis il dit, moi, j'ai jamais vu un tract comme ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Puis c'était la première. Là. Puis par hasard, pas par hasard, parce que ça avait été prémédité, mais dans la salle, il y avait Mary Rose du New Victory de New York qui était là. Il y avait le bonhomme de Philadelphie, je pense, qui était là aussi. En tout cas, ça n'avait pas de bon sens. Hein. Puis là, on part le spectacle, puis quelques semaines après, Mary Rose nous appelle, je veux avoir le spectacle, Philadelphie aussi. Là. Donc, ça a comme une espèce de départ. Puis en plus, on a eu le prix Chalmers. Hein. Alors, quand je suis arrivé à Toronto, on m'a dit, vous avez été très audacieux de donner le prix du meilleur texte à un spectacle sans texte. Parce que c'était ça, le Chalmers, c'était le texte. Il n'y avait pas de texte. Je pense que ça a comme... ça a provoqué toutes sortes de choses. Puis ça a été très riche à vivre aussi, à tourner, des rencontres. Puis il y avait une volonté, en fait, ce qu'on peut remarquer aussi dans l'ensemble de l'œuvre, c'est une volonté de décloisonner. Pourquoi c'était si important de décloisonner? Parce que les cloisons, à quoi ça sert? C'est quoi l'utilité d'avoir des cloisons? Puis tu sais, c'est tellement relatif, tout ça. Les théâtres publics, pour enfants, pour adultes. C'est quoi la différence? Ça arrête où? C'est quoi? Moi, je veux voir des spectacles pour enfants parce que j'aime ça. Parce que j'ai cette sensibilité, parce que des films pour enfants, j'aime ça. Mais pourquoi s'enfermer? Puis d'ailleurs, c'est ça pourquoi je fais de la marionnette, dans le fond. C'est que je peux tout faire. J'ai été Bastienne, chez Michel Legendre, Bastienne dans Mozart, le bassin Bastienne. J'ai été la ballerine dans Petrouchka. J'ai été le méchant loup. J'ai été toutes sortes d'affaires. Je peux faire n'importe quoi. Tu as dit que l'art de la marionnette, c'est souvent considéré comme un art mineur. Oui. Puis en quoi tu as senti ça dans ta carrière? Qu'est-ce qu'il a fallu que tu te défendes? Bien, quand quelqu'un te posait qu'est-ce que tu fais comme métier, bien, je fais du théâtre de marionnette. Quand tu vas être grand, qu'est-ce que tu vas faire? En même temps, c'est un art modeste. Bon, ça l'était, de moins en moins. On voit de plus en plus les marionnettistes. Mais dans mon temps, on disait toujours cache-toi, cache-toi. Il faut être modeste pour faire de la marionnette. Un bon marionnettiste, c'est petit ego et gros bras. Qu'est-ce qui te fascine encore dans ce moyen d'expression-là? Bon, je sais pas, c'est la fantaisie, tout est possible, tout est possible. On peut tout montrer, on peut tout imaginer, on peut tout suggérer. Puis, enfin, je sais pas, peut-être parce que je suis resté un enfant. De toute façon, moi, j'ai jamais fait d'atelier avec des enfants pour savoir s'ils comprenaient, s'ils comprenaient pas, qu'est-ce qu'ils voulaient pas. Parce que je me suis toujours servi de mon enfant à moi, qui est toujours là, quelque part. Puis, j'aime-tu ça, j'aime-tu pas ça, je comprends-tu pas.
La carcasse vieillit, c'est sûr, mais l'âme d'enfant reste là. Puis comment on fait pour garder le sens du sacré de la marionnette à travers justement un spectacle qui est joué des centaines et des C'est la centaines. marionnette qui l'amène. T'es comme un officiant. Puis la marionnette te conduit, te mène. C'est jamais pareil. Toujours surprenant. Mais moi, je faisais, j'étais à une bonne école, parce que quand on faisait des Tintins, là, je ne sais pas combien de fois par année, là, par été, c'était des bandes enregistrées. Alors, tu crois qu'on était comme enfermés dans ça? Et malgré tout, on réussissait à trouver une façon de rester vivant, puis de s'inventer, puis de réinventer, puis de... Je pense que j'ai appris ça à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un leitmotiv dans ton œuvre? C'est quoi le fil rouge? Ce que j'ai constaté, c'est que souvent, dans le spectacle, il y a la mort. Il y a beaucoup, beaucoup de spectacles. C'est vrai? Des fois suggérées, mais des fois évidentes. Oui, Tu l'as frôlé à quelques reprises. ouais, je la connais. Je la connais. Comment tu définirais ça, le risque? Bon, je pense que le plus grand risque, c'est son orgueil. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? Tu peux bien te tromper. Tu as le droit de te tromper. Trouves-tu que les gens ont peur de se tromper aujourd'hui? Ben oui, ça a toujours été ça. En création, tu as toujours peur de te tromper, de ne pas être correct, de ne pas dire la bonne chose, de ne pas être à la bonne place. Non, non, c'est normal, je pense. Et le doute, ça, c'est sûr que ça fait partie de la vie d'un créateur. T'as-tu déjà joué des tours? Non, parce qu'il y avait d'autres mondes autour de moi qui ne doutaient pas. Savoir s'entourer, c'est bien précieux. Tu sais, par exemple, je pense au Théâtre de l'Œil, il y a, je ne sais plus en quelle année, parce que moi, je suis pas féru en ça, mais il y a Janine William qui est devenue notre directrice administrative. Puis je pense que si Janine n'avait pas été là, on ne serait jamais devenu le Théâtre de l'Œil qu'on est. Puis pourtant, elle n'est pas impliquée du tout dans la création. Puis c'est le soutien, c'est d'aller, tu sais, de l'espèce de vision à long terme, l'administration. On oublie ça, tu sais. Puis c'est ça que c'était pas toujours évident là, pour tout le monde, et pour elle, et pour moi. Mais c'est grâce à elle, en grande partie, que le Théâtre de l'Œil a évolué. C'est parce qu'on a fait des bons spectacles, mais c'est aussi parce qu'on était bien soutenus, parce qu'on était bien entourés, parce que... Bon, enfin, C'est quoi vieillir comme artiste? ben, c'est pas vieillir, si on reste artiste. Donc moi, je pense que c'est pas trop difficile jusqu'à maintenant. Enfin, on verra. Puis, enfin, sans prétention, je suis très content de ma vie. Puis j'ai eu des reconnaissances que peu ont eues, tu sais, puis ils me disaient pourquoi moi, puis il y en a plein d'autres qui auraient dû l'avoir aussi. Moi, je l'ai eu. Ben, tant mieux, je suis content. Ça prouve que c'était pas si pire. C'est sûr que comme toute personne de mon âge, ben, je suis pessimiste pour l'avenir, mais ça, des marionnettes, je parle. Ouais. Oui. Oui, des fois, je me pose des questions, mais c'est pas seulement ici, c'est un peu partout. C'est qu'on néglige de plus en plus des techniques traditionnelles. On est toujours dans l'objet ou Puis je suis pas contre, là, mais rien que ça, il va manquer quelque chose à un moment donné. Puis là, maintenant, c'est l'humain qui prend la place sur la marionnette plutôt que la marionnette qui mène. Ça peut être ça aussi de temps en temps, mais rien que ça, il manque quelque chose. Puis surtout, il y a des choses qui vont se perdre. Des techniques qui vont se perdre, des façons de faire, des façons de penser aussi. Enfin, là, je fais mon vieux. Là. Si tu avais quelque chose à dire au jeune André qui commençait, là, qui débutait le Théâtre de l'Œil, là. Hey, tel toi, t'as pas fini. C'est ce que je dirais. Mais moi, j'aurais jamais pensé ça au début. J'aurais jamais pensé ça. Ça, puis cette année, le Théâtre de l'Œil a fait une espèce de levée de fonds, puis ils ont fait une fête qui a été un très, très, très grand succès. Puis là, je suis arrivé, puis je regardais ça, puis je me dis, mon Dieu, c'est le même esprit. Il y a quelque chose qui se conserve, il y a quelque chose. Puis je me dis, ben, c'est un peu moi, ça, là. Enfin, moi, j'ai le sentiment que ça continue. Je suis là de loin, là, mais C'est une fierté. ça, c'est quand même assez rare, que les gens ont cette sensation-là. Pour vous que ça dure, comme dirait l'autre.